Cette scène est sans aucun doute ma scène préférée de The Ascent. De son nom original Vossejdenia, The Ascent est un film sorti en 1977, réalisé par Larissa Shepitko. C'est un film qui parle de deux partisans soviétiques, Sotnikov et Rybak, traqués par les nazis en Biélorussie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils affrontent le froid, la faim et la peur, mais surtout des choix moraux cruciaux. Rester fidèles à leurs idéaux ou trahir pour survivre. Capturés, torturés et condamnés, leur destin oppose la foi et le sacrifice de Sotnikov à la trahison et la survie de Rybak. À travers cette histoire simple mais puissante, le film explore la dignité, la morale et la transcendance humaine. C'est une œuvre absolument immense du cinéma russe, alors développons ensemble pourquoi c'est culte. The Ascent est tourné dans le ratio 1,37:1, le format standard académique presque carré. Ce choix n'est pas anodin, Shepitko refuse l'ouverture panoramique et privilégie un cadre serré, oppressant, qui enferme les personnages dans la verticalité. Dans un film où la neige donne l'illusion d'un espace infini, ce cadre resserré crée paradoxalement un sentiment d'enfermement psychologique. Les marges du cadre deviennent des frontières morales, impossible d'échapper au destin ou de s'élargir visuellement. Ce ratio carré renforce également la dimension iconographique du film. Les visages carrés en très gros plan rappellent les icônes orthodoxes, frontalement, sans respiration latérale. Le film utilise majoritairement des lentilles grand angle 28 mm, parfois 24, créant une profondeur de champ immense. Tout reste net, les visages, la neige, les arbres morts, l'horizon. Cette netteté totale est un choix moral, rien n'est caché, tout est exposé, le spectateur doit affronter les visages comme les personnages affrontent leur destin. Avec ces focales courtes, les visages semblent agrandis, sculptés, avec des déformations subtiles qui accentuent la souffrance physique. Chapitko veut que le visage soit un paysage, un élément du décor lui-même. A l'inverse, dans les scènes d'intérieur, comme pendant l'interrogatoire ou dans la cellule, la cinéaste utilise parfois une focale un peu plus longue autour des 50 mm pour aplatir l'espace et accentuer l'étouffement. La netteté se resserre et les ombres deviennent plus denses. La mise en scène de The Ascent repose sur trois types de plans fondamentaux. En premier, les plans larges sur la neige. Ils montrent les deux partisans comme des silhouettes perdues, presque effacées par l'immensité de la neige. Le cadre large sert ici à exprimer la vulnérabilité humaine. Le choix de maintenir les personnages au centre du cadre, souvent minuscules, souligne leur condition d'être écrasés par la nature et par la guerre. En deuxième, les plans rapprochés et les très gros plans. Ils interviennent dans les moments de tension morale, l'interrogatoire, la souffrance, les doutes. L'immobilité de ces plans renforce la dimension contemplative, presque religieuse. Shepitko coupe souvent le haut du crâne dans le cadre, un procédé qui enferme le personnage dans son regard et oblige le spectateur à se confronter à la vérité nue du visage. Et enfin, les plans séquences. Ils sont lents et étirés. La caméra suit les personnages dans leur déplacement avec une lenteur presque rituelle. C'est une mise en scène de l'effort, de la lourdeur, de la souffrance physique. Shepitko utilise très peu de mouvements de caméra, mais lorsqu'ils apparaissent, ils ont un poids symbolique immense. On retrouve par exemple les panoramiques horizontaux. Ils sont rares, mais presque toujours associés à la marche ou à la fuite. Ils expriment le déplacement dans un monde hostile, mais aussi la difficulté de progresser. Le mouvement est souvent lent, hésitant, comme un souffle qui s'épuise. On retrouve des travelling avant sur le visage de Sotnikov par exemple. Ce sont les mouvements les plus puissants du film. Un travelling avant très lent sur Sotnikov blessé ou interrogé aspire littéralement le spectateur dans son monde intérieur. C'est un mouvement mystique. Plus la caméra s'approche, plus Sotnikov s'élève, comme si la vérité se révélait en se rapprochant du regard. On a aussi de très légers mouvements verticaux, présents notamment dans la scène de la pendaison, où la caméra glisse vers le haut, accompagnant l'élévation du corps, créant un mouvement ascensionnel qui est la métaphore visuelle principale du film. Pour ce qui est du placement des acteurs, on a ici une chorégraphie du sacrifice. Shepitko place toujours les acteurs dans l'espace selon une logique morale. Sotnikov est souvent isolé dans le cadre. Même lorsqu'il est entouré, il est régulièrement placé à contre-jour, silhouette presque sacrée. Lorsqu'il est assis ou blessé, la caméra le filme en contre-plongée pour créer un effet d'élévation spirituelle malgré sa fragilité physique. Rybak, lui, c'est tout le contraire, il est presque toujours filmé en plongée, donc en position basse dans l'image, même debout, il semble affaissé dans le cadre.
Ces cadrages sont instables, latéraux, ils glissent, ils échappent et la caméra ne le sanctifie jamais. Une scène marquante du film est la scène de l'interrogatoire. C'est un véritable chef-d'œuvre de mise en espace où Portneuf domine physiquement, souvent debout, avec une silhouette qui coupe le cadre. Sotnikov est placé en contrebas, mais le montage et les gros plans renversent ce rapport, car moralement, il domine l'espace. La géométrie de la scène dit tout sur la tension entre la domination physique et l'élévation intérieure. On pourrait également parler de la scène de la pendaison, là où les condamnés sont placés en ligne, mais Shepitko les filme avec de légers décalages. Sotnikov est légèrement avancé vers la caméra, car c'est le martyr, celui dont le sacrifice prend sens. Rybak est en retrait et sur le côté, il est séparé de la composition. Rybak n'appartient plus à cette liturgie tragique. Pour ce qui est du montage, ici on laisse souffrir le temps. Le film utilise très peu de coupes rapides, chaque plan dure plus longtemps que nécessaire. C'est une façon de faire ressentir physiquement la souffrance, de refuser au spectateur le confort du montage classique. Le temps devient alors un véritable acteur du film, tandis que l'attente devient un outil moral, une manière de faire ressentir la lenteur de la survie et la longueur de la peine. Chaque décision, du ratio d'image au choix des lentilles, du placement des corps à la lenteur des mouvements, concourt à faire du film une ascension intérieure, où la forme devient le langage même du sacrifice. Chapitko réalise ici un schéma dépouillé, géométrique et transcendé, mais en restant toujours dans un cinéma simple, sans trop de complexité, faite pour les yeux du spectateur. Bien que le film ne soit pas en couleur, The Ascent développe une palette chromatique extrêmement riche dans le noir et le blanc. Le choix du monochrome n'est pas nostalgique, il donne au récit une texture métaphysique, une abstraction morale. Le noir et blanc fonctionnent ici comme une échelle de valeurs spirituelles. Les blancs éclatants de la neige incarnent la pureté, le sacrifice, mais aussi l'effacement. Les noirs profonds traduisent la corruption, la mort et le poids du péché, tandis que les innombrables nuances de gris forment le territoire des dilemmes humains. La photographie choisit des contrastes très marqués, les noirs sont lourds, les blancs presque aveuglants. Cette esthétique extrême renforce l'idée que le film se déroule dans un monde où la morale n'est jamais tiède. Un monde où chaque choix a le poids d'une destinée. Au lieu d'adoucir les tons ou de créer une image veloutée, l'étalonnage renforce l'aridité du paysage hivernal. Les hautes lumières sont volontairement surexposées par moments, la neige brûle l'écran, écrasant les silhouettes humaines. C'est un choix esthétique radical, la nature devient un personnage hostile, une force supérieure qui juge les hommes. Les ombres, quant à elles, ne possèdent presque jamais de dégradés doux. Elles sont nettes, dures, sculptées. Cette absence de demi-teinte visuelle traduit l'absence de demi-teinte morale que Shepitko veut montrer. La lumière dans The Ascent est une lumière morale. Filmée en plein hiver biélorusse, la lumière naturelle domine. Elle est crue, froide, presque médicale. Shepitko exploite souvent une lumière zénitale venant du ciel qui crée des ondes sous les yeux accentuant la fatigue, la souffrance et l'abandon. Lorsque Sotnikov agonise dans la neige, la lumière semble littéralement descendre sur lui comme un jugement ou une révélation. À l'opposé, les intérieurs sont plongés dans des noirs profonds, éclairés par une seule source, une bougie, une lampe. Cette opposition extérieure-intérieure crée un langage esthétique simple. Dehors, la lumière divine qui éprouve, dedans, les ténèbres humains où les décisions se prennent. Les tenues sont lourdes, épaisses, faites de laine, de cuir, de fourrure. Elles ne sont pas stylisées, elles pèsent sur les corps. La silhouette des personnages devient informe, courbée, tirée vers le bas par la gravité. Rybak porte des vêtements comme un poids, Sotnikov comme une seconde peau, presque un vêtement de martyr. La texture des tissus est essentielle, la caméra la capte pour en faire un élément de sensation. On sent la rugosité, l'humidité et le froid qui s'infiltrent. Ces vêtements ne protègent pas, ils rappellent que même le corps est une prison. Le film repose sur des décors extrêmement minimalistes. Un champ enneigé, une forêt gelée, une ferme en ruine, une cave et un poste de commandement allemand. Cette simplicité extrême crée une esthétique du vide existentiel. Les décors ne décorent pas, ils déshabillent l'âme humaine. La neige efface tout sauf la vérité brutale des visages. La maison de la paysanne est dépouillée, presque biblique. Le poste allemand est austère, géométrique et sans chaleur, c'est l'enfer bureaucratique.
Esthétiquement, le film utilise le son comme une matière rare. Il y a très peu de musique, le silence et la vraie bande originale. Mais c'est un silence qui est habité. Le vent, la neige qui crisse, le souffle des hommes, les craquements du bois et le frottement des vêtements, cette bande sonore minimale crée une ambiance sensorielle froide, presque tactile. Dans les scènes de tension, le son devient un espace mental, les respirations haletantes de Sotnikov prennent une dimension presque spirituelle. La rareté musicale permet aux rares notes de résonner comme des prières, des instants d'élévation ou de chute. Le travail du directeur de la photographie Vladimir Choknov est fondé sur une esthétique de l'ascèse. Rien n'est ornemental, chaque image est réduite à l'essentiel. Les compositions sont souvent centrées, symétriques, presque liturgiques. Lorsqu'un visage surgit en très gros plan, il n'est pas naturaliste. Il est exalté, presque transfiguré. Une simple ride devient un tracé spirituel, un fil d'histoire gravé par la souffrance. Les paysages, eux, ne sont jamais contemplatifs. Ils sont hostiles et sacrés à la manière des visions du désert dans l'iconographie chrétienne. Les acteurs jouent avec une sobriété extrême. Pas de gestes inutiles, pas de pathos. Les expressions sont contenues presque figées. Cette immobilité transforme les corps en icônes vivantes, exactement comme dans le cinéma de Dreyer. Le visage de Sotnikov, filmé en lente agonie, est traité comme un paysage mystique. Rybak, au contraire, possède un jeu nerveux, inquiet, plus terrestre. Le contraste esthétique entre les deux corps raconte autant que le scénario. Le regard est l'outil principal des acteurs, c'est une esthétique de l'œil, du reflet intérieur, plus que de l'action. Et pour conclure, tout dans l'esthétique du film converge vers une même sensation, le sacré dans le froid. La neige, la lumière, les visages blanchis, le son minimal, les décors nus, tout compose une atmosphère d'ascèse spirituelle. Le spectateur ne regarde pas un film de guerre, il est plongé dans un rituel comme un chemin de croix. L'esthétique ne cherche pas à plaire, elle purifie, elle dépouille et elle transcende. Dans The Ascent, chaque personnage n'est pas seulement un individu, il est une figure morale, une incarnation d'un état spirituel. Chapitko construit un film où la psychologie et le symbolisme se mêlent, où chaque geste, chaque visage, chaque silence devient une parabole. Sotnikov est le personnage le plus déterminé du film, physiquement fragile car il est blessé et amaigri, mais intérieurement inébranlable. Il représente la conscience pure, celui qui refuse de se compromettre même face à la mort. Il ne parle pas beaucoup, il avance. Son visage ascétique, filmé en gros plan, exprime l'épuisement mais aussi la certitude intérieure. Philosophiquement, Sotnikov incarne la victoire de l'esprit sur la matière, il ne cherche pas la survie, il cherche la vérité. Son refus de collaborer n'est pas héroïque au sens traditionnel, il est inévitable pour lui, comme si sa nature même ne lui permettait pas la trahison. Dans la logique du film, Sotnikov n'est jamais un homme ordinaire, il est un martyr, un être déjà tendu vers une autre dimension. Rybak est encore une fois à l'opposé de Sotnikov, là où Sotnikov représente la lumière, Rybak lui représente l'ombre humaine, la peur, la faiblesse et le désir de survivre à tout prix. Ce n'est pas nécessairement un mauvais homme, c'est un être humain vulnérable, presque banal, qui réagit à la terreur par l'instinct de survie. Lorsqu'il craque sous la torture, c'est un moment de vérité. Rybak n'est pas construit pour le martyr, il est construit pour vivre, même dans la honte. Philosophiquement, il incarne la condition humaine dans sa contradiction. Vouloir faire le bien, mais choisir de protéger sa chair. Son visage inquiet, son corps tremblant, sa respiration haletante font de lui une figure profondément moderne de la culpabilité. Rybak est un personnage tragique car il survit, mais sans dignité, sans paix intérieure, et donc sa vie devient un autre type de mort. Portnov est le tortionnaire allemand d'origine soviétique qui est passé du côté nazi. Il représente la corruption morale totale, non pas par la force, mais par la ruse, la séduction et le calcul. Son visage calme, son intelligence froide, sa voix posée en font une figure du mal civilisé, du mal lucide. Shepitko ne le filme jamais comme un monstre hystérique, car Portnov est glaçant précisément car il est rationnel. Il tente de convaincre, de manipuler, de corrompre, jamais simplement de frapper. Il est la figure du diable moderne, celui qui essaye de briser les hommes de l'intérieur, pas de l'extérieur. Demchika, la paysanne qui aide les partisans, est l'une des figures les plus touchantes du film.
Elle ne fait qu'un geste de bonté, accueillir deux hommes blessés, et pourtant ce geste suffit à la condamner. Elle incarne la compassion simple, celle qui ne se demande pas si elle payera pour cela. Dans son visage, Shepitko capte l'amour maternel, la fatigue, la peur, mais aussi une forme de droiture silencieuse. Demshika n'est pas une héroïne, elle est la figure biblique de la bonté ordinaire, celle qui existe loin des héros, mais qui sauve le monde par ses gestes minuscules. Et puis Bassia, l'adolescente prise dans la rafle, représente l'innocence écrasée par la machine totalitaire. Sa présence à l'écran est brève mais éclatante. Ses yeux écarquillés, sa fragilité physique, son mutisme sont autant de signes que la guerre dévore même ceux qui ne comprennent pas encore ses règles. Elle n'a pas de rôle politique moral, elle est juste la pure victime, le symbole de l'innocence broyée. Le chef du village est celui qui administre, qui organise, qui se soumet à l'occupant pour sauver sa peau et maintenir un semblant d'ordre. Il représente la lâcheté structurée, celle qui s'habille de bureaucratie, ce n'est pas un traître violent, c'est un traître fonctionnel. Shepitko en fait une figure essentielle dans la critique du totalitarisme, la véritable menace ne vient pas seulement des soldats, mais aussi des collaborateurs, qui par confort ou par peur deviennent les rouages du mal. The Ascent est d'abord un film sur la dignité humaine. Qui sommes-nous devant la souffrance? Que vaut notre vie si elle est obtenue au prix de notre âme? Et qu'est-ce qui fait un homme digne? Vivre ou rester fidèle à la vérité? Sotnikov et Rybak incarnent deux réponses opposées à ces questions. L'un choisit la vérité et l'autre la survie. Le film refuse de juger, mais il montre les conséquences. La mort peut être lumineuse et la survie peut être un enfer. La philosophie de Shepitko n'est pas religieuse au sens dogmatique, elle est spirituelle, tournée vers la transformation intérieure. Le film pose l'idée que la résistance véritable n'est pas militaire, mais morale. Shepitko n'a jamais caché l'inspiration religieuse de son cinéma, le film tout entier peut être lu comme une relecture de la Passion du Christ transposée dans la Biélorussie occupée. On pourrait défendre que Sotnikov est la représentation de Jésus, car il traverse le film comme une figure christique. Il souffre physiquement, il refuse la tentation, il ne renie pas ses convictions, il accepte la mort pour ne pas trahir, et il inspire ceux qui l'entourent sans jamais imposer. Son ultime marche vers la pendaison est filmée comme un chemin de croix. Au moment de mourir, son regard vers Rybak est un regard de pardon, non pas de reproche. La mort de Sotnikov n'est pas une défaite, c'est au contraire son ascension. Si on associe Sotnikov à Jésus, on pourrait associer Rybak à Judas. Car comme Judas, Rybak trahit son compagnon pour survivre. Sa motivation est humaine, la peur, le désespoir, et comme Judas, il se retrouve incapable de porter sa faute. La scène où il tente de se réintégrer parmi les partisans est une véritable scène de damnation. Il a survécu, mais il n'est plus un homme. Mais on pourrait aussi défendre que Rybak est la représentation de Pierre, car dans la Bible, Pierre renie trois fois le Christ par peur. Et Rybak est exactement ce type d'homme, celui qui veut bien être courageux, mais qui s'effondre face à la souffrance. Il pleure sa faiblesse, il voudrait être meilleur, mais il ne l'est pas. Il représente donc la condition humaine universelle, celle qui chute, faute d'avoir la force du martyr. Portnov n'exerce pas une violence brute, il tente. Il fait exactement ce que Satan fait dans les évangiles, offrir un compromis, une survie facile, une voie d'évitement. Il murmure, il raisonne et il séduit intellectuellement. Il ne pousse pas à trahir, il convainc que la trahison est logique et rationnelle. Son rôle est d'être la voix douce du mal, celle qui détruit l'âme plus que le corps. Demshika est la figure de compassion maternelle, elle accueille, elle soigne, elle prend sur elle la souffrance d'autrui. Elle ne possède pas la force christique de Sotnikov, mais elle incarne l'amour sacrificiel. Sa mort est elle aussi un sacrifice, celui de la mère courageuse qui protège l'humanité par des gestes invisibles. Comme Marie, elle souffre silencieusement, les mains liées et le visage baissé. Dans les évangiles, Jésus traverse 40 jours de désert, un lieu d'épreuve, de solitude et de tentation. Chez Shepitko, ce désert, c'est la neige. Avec sa blancheur aveuglante, ce silence, cette hostilité, ce dépouillement mortel et cet isolement total. Chaque pas dans la neige est un pas vers la vérité, vers la tentation, vers la mort ou vers la révélation. Si on suit ce courant de pensée, la pendaison serait alors la crucifixion. La mise en scène du supplice est explicitement calquée sur l'iconographie chrétienne.
L'élévation du corps, la lenteur rituelle, la foule silencieuse, le visage tourné vers l'horizon, le corps suspendu entre ciel et terre. Sotnikov meurt comme un martyr et la lumière sur son visage rappelle directement la peinture religieuse. La caméra qui s'élève avec lui n'est rien d'autre qu'une montée vers le sacré. Dans The Ascent, les personnages ne sont pas seulement des figures historiques, ils sont des archétypes spirituels, des réécritures intemporelles de la passion. Le film oppose la dignité et la tentation, la foi et la peur, la vérité et la compromission. Sotnikov monte vers la lumière en mourant et Rybak descend dans les ténèbres en survivant. Le film dit une chose simple et terrible, la guerre ne révèle pas ce que nous voulons être, mais ce que nous sommes profondément. Lors de sa sortie en 1977, The Ascent apparaît comme un objet radicalement atypique dans le paysage du cinéma soviétique. À une époque où le film de guerre est encore largement utilisé comme outil idéologique, glorifiant l'héroïsme collectif, la victoire, le sacrifice patriotique, Larissa Shepitko prône l'exact inverse. Un film intime, spirituel, tragique, où la guerre n'est jamais héroïsée mais vécue comme une épreuve morale absolue. Cette orientation pose problème aux autorités, le film est jugé trop sombre, trop mystique, trop centré sur l'individu plutôt que sur le collectif. Shepitko doit défendre son projet avec acharnement, notamment son symbolisme chrétien à peine voilé, dans un contexte soviétique officiellement athée. Le fait que le film ait pu être produit et diffusé relève déjà d'un petit miracle artistique. La consécration arrive la même année lorsque The Ascent remporte l'Ours d'Or au Festival international du film de Berlin en 1977. Ce prix n'est pas anodin, il marque l'entrée définitive du film dans le panthéon du cinéma mondial, bien au-delà de l'URSS. Le jury et la critique occidentale saluent unanimement la puissance spirituelle du film, la radicalité de sa mise en scène, l'interprétation bouleversante de Boris Plotnikov et la vision singulière de Shepitko, souvent comparée à celle de Dreyer ou de Bergman. Pour beaucoup de critiques, The Ascent est perçu comme l'un des films de guerre les plus profonds jamais réalisés, précisément parce qu'il refuse le spectaculaire. À sa sortie, le film provoque une réaction particulière, il ne choque pas, il sidère. De nombreux critiques soulignent le caractère presque liturgique du film. On ne consomme pas The Ascent, on le traverse, on le subit, on le médite. Il est souvent décrit comme un film qui regarde le spectateur autant qu'il est regardé, une passion filmée dans la neige ou une œuvre ascétique qui purifie le regard. En URSS même, le film reçoit un accueil respectueux mais discret. Il n'est pas promu comme une œuvre majeure, mais il circule lentement, gagnant une réputation de film grave, difficile, mais essentiel. Un an seulement après la sortie du film, Larissa Shepitko meurt tragiquement dans un accident de voiture à seulement 41 ans. Cette disparition prématurée donne à The Ascent une dimension presque prophétique, celle d'un testament artistique. Alors beaucoup verront dans le film une œuvre finale parfaitement accomplie, comme si Shepitko avait condensé toute sa vision du monde dans ce dernier geste cinématographique. Le film devient alors non seulement un chef-d'œuvre, mais un mythe chargé de silence, de gravité et de fatalité. L'influence la plus directe de The Ascent se retrouve dans l'œuvre d'Elem Klimov, qui est le mari de Shepitko. On retrouve l'influence de sa femme, notamment dans son chef-d'œuvre Comency. On y retrouve la guerre vue à hauteur d'homme, la souffrance filmée sans phare, le refus du spectaculaire et même une volonté de faire du cinéma un acte moral. Klimov dira lui-même que le cinéma de Shepitko a profondément marqué sa manière de filmer la violence et l'innocence détruite. The Ascent n'a pas engendré de vagues immédiates, mais son influence est profonde et souterraine. On en retrouve des traces chez plusieurs cinéastes majeurs, comme Andrei Tarkovsky, dans sa conception du cinéma comme une expérience spirituelle et temporelle, Bellatar dans la lenteur, l'ascèse formelle, la souffrance filmée comme un état existentiel, ou encore Michael Haneke dans l'idée que le cinéma doit confronter le spectateur à une responsabilité morale. Aujourd'hui, The Ascent est régulièrement cité dans les listes des plus grands films de guerre de tous les temps, mais aussi comme l'un des films les plus spirituels jamais réalisés. Sa restauration et sa rediffusion dans les cinémathèques ont permis une redécouverte critique au XXIe siècle, notamment auprès des jeunes cinéphiles. Ce qui frappe encore, c'est sa modernité morale.
Dans un monde où la compromission, la survie à tout prix et le pragmatisme dominent, The Ascent pose une question toujours brûlante. Que sommes-nous prêts à perdre pour rester fidèles à nous-mêmes? L'héritage de The Ascent n'est pas quantitatif, il est qualitatif. Ce n'est pas un film qui inspire des copies, mais un film qui élève ceux qui le regardent. Il n'a pas changé le cinéma par la forme, mais par l'exigence morale qu'il impose. Il rappelle que le cinéma peut être un lieu de foi, de doute, de silence et de vérité. The Ascent n'est pas seulement un grand film, c'est une épreuve, une méditation et peut-être l'un des derniers grands actes de cinéma spirituel du XXe siècle, et c'est pour ça que c'est culte.